Salut, c'est Max, bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour analyser ensemble deux entreprises concurrentes dans le domaine de la consommation discrétionnaire. Donc ces entreprises, elles produisent et commercialisent des sodas et des boissons en tout genre. Elles ont même une boisson chacune éponyme. Donc tu l'auras compris, on va parler bien évidemment de Pepsi et de Coca-Cola. Donc on va aller regarder dans un premier temps les fondamentaux de ces deux entreprises pour savoir si oui ou non elles sont de bonne qualité. Et à chaque fois, je te donnerai un prix d'achat idéal qui permettrait de matcher en fait avec le marché, donc de réaliser des rendements d'au minimum 9% par an. Donc c'est parti. Alors, on va commencer avec l'entreprise Pepsi. Donc c'est une entreprise relativement importante, comme vous pouvez le voir, puisqu'elle a une capitalisation boursière ici de 227 milliards de dollars. Elle a une dette long terme ici relativement élevée. On est quasiment à 8 années de free cash flow moyen pour rembourser sa dette long terme. Et si on regarde au niveau de sa dette nette, qui est la différence, je vous le rappelle, entre ici son entreprise, sa valeur d'entreprise et sa capitalisation boursière. Donc on va prendre la calculette et ça va nous donner 299 moins 227, allez à la grosse, 72. 72, ça c'est la dette nette de l'entreprise qu'on va diviser par son free cash flow moyen ici au cours des 5 dernières années, donc qui est de 6,46. Et ça nous donne 11 années. Nous, ce qu'on recherche, c'est vraiment des entreprises avec au maximum 5 années pour pouvoir rembourser que ce soit leur dette nette ou leur dette long terme. Donc ça me paraît relativement excessif. Après, on va aller juste jeter un rapide coup d'œil dans leur bilan comptable pour voir. Et qu'est-ce qu'on peut voir ici? Voilà, bon, il y a déjà 7 milliards ici et quasiment 37 milliards, donc ça fait 44 milliards si on additionne les deux, comparé ici aux 81 milliards. En gros, sur ces 44 milliards, c'est plus ou moins ce que l'entreprise paye dans tous ses baux de location. C'est-à-dire que, par exemple, l'entreprise Pepsi, elle n'est pas propriétaire, de ses lieux de stockage ou de ses manufactures. Et donc du coup, tout cela, ça doit rentrer dans son bilan comptable et c'est marqué exactement ici, là, dans les Capital Lease Obligations. Donc, au final, oui, quand on regarde comme ça, de premier abord, les différents piliers, on peut se dire que l'entreprise Pepsi semble avoir une dette non maîtrisée, mais au final, il y a une grande partie de cette dette qui est vraiment liée à ses baux de location. Donc, ce qui veut dire qu'à tout moment, en fait, l'entreprise peut décider de ne plus louer ces différents entrepôts ou ces différentes manufactures. Et donc à partir de là, forcément, le bilan comptable de cette entreprise s'améliore. Elle a toujours une croissance de son chiffre d'affaires, ok, de son résultat net, ça c'est bien, et de son free cash flow. Ça c'est nickel. La croissance de son chiffre d'affaires, alors en 2019 on était à 67 milliards, cette année 91 milliards, donc une croissance relativement importante, surtout quand on peut le voir ici. Il n'y avait aucune croissance quasiment entre 2014 et on va dire 2020. Et depuis 2020, il y a une explosion ici de son chiffre d'affaires. Donc ce qu'il est important de comprendre ici avec cette entreprise, c'est est-ce que cette croissance est durable ou non dans le temps. Donc du coup c'est à partir de 2020, on va juste regarder est-ce que c'est lié à des grosses acquisitions ou pas. Ouais, 2020 il y a eu une petite acquisition quand même là ici de 6 milliards de dollars, 2019 2 milliards 46. Donc c'est peut-être lié à ça. C'est peut-être principalement de la croissance non organique qui est survenue avec l'action Pepsi, avec l'entreprise Pepsi. Sinon l'entreprise rachète ses actions, pas forcément beaucoup mais elle en rachète. Au cours des 5 dernières années, on est un peu moins de 2%, ok. Et comme on peut le voir ici, un retour sur ces actifs, sur les capitaux propres ou sur les capitaux investis relativement importants. Nous, ce qu'on recherche, c'est vraiment que ces métriques soient au minimum de 12%. Donc là, bon, à part le ROA, mais rien de bien dramatique, on va dire que c'est coché là-dessus. Une marge nette ici aux alentours des 10%, ok, pas mauvais pour une entreprise dans ce domaine. Et elle verse un dividende. Donc elle a versé un dividende de 6 milliards 680 millions à l'ensemble de ses actionnaires cette année. Et donc ce qui correspond ici à un rendement de quasiment 3%. Donc c'est pas mal, franchement c'est pas mal. Et ce qu'on va vouloir savoir, c'est est-ce que ce dividende est pérenne ou non dans le temps. Donc on va le comparer en fait à son free cash flow moyen au cours des 5 dernières années. Et là comme on le voit, là il y a un hic. Parce que l'entreprise,
a versé plus de dividendes, donc elle a versé 6 milliards 680 millions de dividendes, alors qu'au cours des 5 dernières années, son free cash flow moyen était de 6 milliards 460 millions. Donc là, ça correspond à un payout ratio donc, qui sera supérieur à 100%, bien évidemment, et ça va correspondre à 6,68 divisé par 6,46. On est ici à 103%. Après, bon, ce qu'il faut regarder aussi, c'est que le free cash flow de cette année, il était de 7,92. Si on reprend nos 6,68 divisé par les 7,92, ça nous donne ici 84%. Donc là, attention, nous ce qu'on aime bien, c'est une entreprise qui possède un payout ratio inférieur à 50% pour qu'elle garde en fait une certaine quantité d'argent pour pouvoir réaliser d'autres choses que payer des dividendes, c'est-à-dire soit réinvestir en elle-même, soit réaliser des acquisitions, soit racheter ses propres actions ou rembourser sa dette par exemple. Sauf que là, bon, une entreprise comme Pepsi, c'est une entreprise relativement importante qui est implantée dans pas mal de pays. Je ne suis pas sûr qu'elle a forcément énormément de relais de croissance. Après, ce que je trouve dommage, c'est avec des indicateurs de rentabilité aussi importants, je trouve personnellement dommage de verser un dividende aussi élevé. Améliore plutôt ton bilan comptable. Essaye de réinvestir au maximum dans tes infrastructures. Peut-être que, je ne sais pas, au lieu de louer, peut-être qu'il vaudrait mieux investir toi-même dans tes propres bâtiments. Comme ça, en plus, tes bâtiments ils prennent de la valeur au cours du temps. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, attention au dividende de Pepsi qui est, à mon sens, non soutenable dans le temps, ou du moins très compliqué. S'il augmentera, ça sera très faible. Ok. Donc maintenant on va voir rapidement ce qu'en pensent les analystes de cette entreprise. Donc ils s'attendent ici à une croissance du bénéfice par action. Donc ça correspond, en moyenne on est aux alentours des 7 à 8%. Donc c'est pas trop mal pour une entreprise comme ça. Et au niveau de la croissance de son chiffre d'affaires, là un peu plus faible, une croissance aux alentours des 5%. Ok. Donc maintenant on va utiliser notre calculateur qui va nous permettre de savoir à quel prix acheter cette entreprise pour pouvoir matcher au minimum avec un indice de référence. Donc on va toujours faire des estimations sur 10 ans et 3 types d'estimations, des conservatrices, des estimations plutôt réalistes et des estimations un peu optimistes. Ok, donc croissance du chiffre d'affaires. Donc comme on se le rappelle, les analystes estimaient ici une croissance aux alentours des 4-5%. Allez, donc nous on va partir ici sur du 3, 4,5 et 6. Maintenant, au niveau des marges nettes, là les marges sont relativement constantes, on tourne aux alentours des 10%. Donc on va mettre du 9,5, 10 et 10,5. Maintenant, pour les marges sur le free cash flow, donc là, on est un petit peu plus bas. On tourne plus aux alentours des 9% en règle générale. Donc les 9, je vais les mettre... alors 9, oui, sur les 10 dernières années. Par contre, comme on voit les 5 dernières années, là, attention, on a relativement baissé. Est-ce que c'est lié, je vais juste voir rapidement, à une augmentation? Non, pas forcément. Oui, il y a une augmentation un peu plus importante. Ah si, quand même. Donc c'est normal. C'est parce que l'entreprise Pepsi réalise quand même d'un peu plus importante de dépenses en capital. Donc ok. Donc, hop, nous pour notre part, 3, 4,5 et 6. Bon, on va recommencer, c'est pas grave. 9,5, 10, 10,5. Donc là, on va être un peu plus conservateur. Du coup, moi, je vais partir sur du 8. Qu'est-ce que je vais mettre? 8,75 et 9,5. Maintenant, pour le PER et le PCF. Donc ça, c'est le PER et le PCF qu'on pense que l'entreprise aura dans 10 ans. Et donc, cet indicateur, on va pouvoir l'ajuster en fonction de 2 métriques. Est-ce qu'il y a un fort retour sur les capitaux investis? Là, un ROIC supérieur à 15%, on est même aux alentours des 16-17, c'est pas mal, c'est plutôt bien même. Donc ça, c'est cool. Et est-ce que maintenant, il y a une forte croissance du chiffre d'affaires? Là, des croissances entre 3 et 6%, c'est pas exceptionnel. Donc à mon sens, l'entreprise mérite un premium, mais pas forcément si élevé que ça. Donc on va partir nous sous du 16, 17, 18. Pareil pour le free cash flow. Et maintenant, sur le rendement que l'on souhaite, pardon, excusez-moi, moi généralement je demande toujours du 12%. Moi je me demande souvent 12, on va dire 13,5 et 15. Pourquoi? En fait, c'est ce que j'appelle moi ma marge de sécurité. Peut-être que tout ce que réalisera l'entreprise, par exemple ici, ça ne se réalisera pas. Mais le fait de mettre 13,5,
je me donne quasiment 40% de marge comparé à un indice tel que le S&P 500. Donc, on va rapidement analyser pour voir ce que ça donne. Et ça nous donne quoi? Voilà, ça nous donne ces chiffres. Donc, comme on peut le voir, l'entreprise, avec ses marges et ses estimations, semble actuellement surévaluée. Maintenant, si je me mets, comme pourrait le faire un indice, donc le S&P 500, on est entre 9 et 10% par an, on analyse tout ça, et encore une fois, voilà, on peut voir que l'entreprise Pepsi semble quand même surévaluée actuellement. Si par exemple, vous achetiez l'entreprise à son prix actuel, là, de 164 $, et que vous pensez que les estimations hautes se réaliseront, donc là, attention, hein, les analystes ne s'attendent pas eux à 6% de croissance du chiffre d'affaires, ils s'attendent à un peu moins. Et au niveau des marges, ils ne s'attendent pas non plus à 10,5 ou du 9,5. Là, on a été beaucoup plus optimiste par rapport à ce qu'a réalisé l'entreprise au cours des 5 dernières années. Et donc, même avec ça, vous ne réaliseriez qu'un rendement de 6,41%. Là où généralement un indice de référence va être entre 9 et 10. Donc là, moi, pour ma part, de toute façon, je ne suis pas intéressé par une entreprise comme Pepsi, parce que c'est une entreprise qui verse trop de dividendes. Moi, c'est pas ma stratégie. Mais si j'avais cette stratégie de percevoir des dividendes, je ne rentrerai pas non plus dans Pepsi actuellement parce qu'elle est tout simplement surévaluée. Maintenant, on va passer à la seconde entreprise qui est Coca-Cola. Mais juste avant, si tu n'es pas abonné à notre chaîne, je t'invite à le faire. Tu seras notifié des prochaines vidéos que nous sortirons. Et en plus, ça permet de nous soutenir. Donc, Coca-Cola. Alors, c'est une entreprise plus ou moins comme Pepsi. On est à la même capitalisation boursière, à quelques milliards près, 259 milliards. Donc, on va regarder dans un premier temps la dette de l'entreprise pour savoir si elle est maîtrisée. Donc, la dette long terme, elle est inférieure à 5 années. Nickel, on rentre dedans. La dette nette, donc rappelez-vous, c'est la différence entre cette valeur d'entreprise et la capitalisation boursière. Ça nous donne 315 moins 259, ça nous donne 56. Les 56, ça c'est sa dette nette, qu'on va diviser par le free cash flow moyen ici, qui est de 9,52, divisé par 9,52, ça nous donne 5,88. Donc là, on est légèrement au-dessus de notre valeur cible, qui est de 5. Après, on va regarder encore une fois, comme pour l'entreprise Pepsi, est-ce que c'est pas lié en fait à des baux de location? Alors, on va regarder ici. Donc là, déjà, dans sa dette courante, il y a quasiment 7 milliards qui sont liés à ça. Et si on descend au niveau de sa dette long terme, voilà. Il y a 35 milliards plus 6 milliards, allez, on arrondit à 40 milliards, comparé aux 70 milliards totaux de dette pour cette entreprise. Donc là, oui, clairement, on peut dire que pour une entreprise comme Coca-Cola, la dette générale de l'entreprise est plus que maîtrisée. Des indicateurs de rentabilité, là on doit être plus ou moins comme Pepsi, on est peut-être légèrement plus faible, mais en tout cas c'est des indicateurs qui sont relativement bons. Donc l'entreprise utilise à bon escient les capitaux qu'elle possède. Pour rappel, nous minimum 12%, donc ça c'est nickel. Des marges nettes, là par contre bien meilleures à Pepsi. Pepsi on était aux alentours des 10%, là avec Coca-Cola on est à quasiment 24%. Donc là, vous voyez déjà que si on se focalise juste sur le résultat net, on peut voir directement là que Coca-Cola a des meilleures marges qui sont plus que doublées par rapport à un Pepsi. Donc là, on sait déjà que Coca-Cola a un avantage concurrentiel vis-à-vis de Pepsi. Donc déjà, moi, juste en regardant ça, je me dis déjà, Coca-Cola, si je devais en choisir qu'une seule entre les deux, ça serait déjà probablement Coca-Cola. Ensuite, l'entreprise a augmenté son chiffre d'affaires, ok, son résultat net et son free cash flow. Ok, ça c'est cool. Donc on va regarder encore une fois la croissance du chiffre d'affaires. En 2019, on était à 37 milliards, cette année 45. Ok, après comme on peut le voir, là le chiffre d'affaires il diminuait là, petit à petit chez Coca-Cola, avant de rebondir à partir de 2019. Une rechute et ensuite là on est reparti de plus belle. Donc pourquoi il a chuté jusqu'à 2018? Alors est-ce que c'est l'entreprise qui a vendu différentes divisions? Pas tant que ça, parce que ça représente rien du tout, 99-100 millions etc, c'est pas beaucoup. Par contre à partir de 2019, une grosse acquisition là, de 5 milliards, pareil en 2021. Ok. Donc là encore une fois, on est plus ou moins dans la même dynamique que Pepsi.
ça va être de comprendre si déjà cette croissance-là qu'il y a depuis 2020, elle est soutenable ou non dans le temps. Ou si au contraire, en fait, à partir de ces 45 milliards là, l'entreprise va commencer à redécliner. Ok. Sinon, l'entreprise dilue ses actionnaires. Alors, pas énormément, mais elle dilue quasiment 1% au cours des 5 dernières années, donc rien de bien inquiétant. Et elle verse elle aussi un dividende, donc de quasiment 8 milliards à l'ensemble de ses actionnaires, ce qui correspond à un rendement plus ou moins comme Pepsi, aux alentours des 3%. Et ce qu'on va vouloir, c'est savoir est-ce que ce dividende est pérenne ou non dans le temps. Donc on va comparer ces 7,95 au free cash flow moyen des 5 dernières années qui est de 9,52. Et là, on est à 83%. Donc voilà. Le payout ratio de Coca-Cola correspond au payout ratio de Pepsi, sauf que Pepsi c'était cette année et Coca-Cola c'était au cours des 5 dernières années. Et si on prend cette année, le free cash flow a même augmenté, donc là on est à 7,95 divisé par 9,75, ça n'a pas changé beaucoup, voilà, 81,5%. Donc là, encore une fois, l'entreprise Coca-Cola utilise quasiment l'intégralité de son free cash flow pour le distribuer à ses actionnaires. Donc c'est pas forcément, on va dire, un dividende pérenne. Après, voilà, Coca-Cola c'est une grosse entreprise qui est implantée dans, je sais plus si on le voit ici, je crois que c'est 220 pays, un truc comme ça. 200 pays, voilà, donc c'est relativement important. Elle va plus forcément avoir beaucoup de croissance organique. Après, il y a différents marchés, par exemple, je pense qu'elle peut toujours continuer à croître au niveau du marché asiatique, pareil au niveau du marché africain, probablement d'Amérique latine, etc. Mais donc voilà, actuellement l'entreprise, je pense, est tellement grosse qu'elle a du mal en fait à réallouer efficacement ses capitaux, donc c'est probablement pour cette raison qu'elle verse un généreux dividende à ses actionnaires. Donc maintenant, qu'est-ce qu'en pensent les analystes ? Ils estiment eux une croissance de leurs bénéfices par action. Allez, on doit être aux alentours des 6%, je pense, à peu près. Bon là, on a un petit sursaut, mais ouais, on va dire aux alentours des 6%, et du chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, là, on est plus aux alentours des 4,5%, quoi. Ok, donc maintenant, on va essayer de trouver un prix d'achat idéal. Donc, comme Pepsi, donc les 4,5, je vais les mettre ici. On va être plus conservateur, 3, 4,5 et hop, 4,5 et 6, ok. Au niveau de ces marges nettes, donc comme on peut le voir, des marges nettes qui sont en croissance déjà par rapport aux 10 dernières années, ça c'est bien, et relativement constantes au cours des 5 dernières années, aux alentours des 23,5. Ok, donc nous, on va mettre 23, 23.5, 24. Ok, au niveau des marges sur le free cash flow, donc là les marges sont un peu plus basses, on tourne entre 20 et 24%. Combien je vais mettre ici ? Moi, je vais partir sur du 21, 22.5. Non, ils ont réussi à faire mieux, donc 21, 23 plutôt, 25. Ok, maintenant le PER et le PCF. Bon là, encore une fois, un ROIC pas mal, plus que bien même. Une croissance pas forcément importante, mais vous savez, Coca-Cola, c'est une marque où c'est une grosse marque en fait. Elle est présente dans de nombreux événements et tout le monde sur cette terre quasiment connaît Coca-Cola. Donc elle mérite un premium bien plus important que du Pepsi. Je pense que si je vous posais la question, qu'est-ce que vous buvez entre du Pepsi ou du Coca-Cola, à mon avis, il y aurait au moins 75% des gens qui me répondraient du Coca-Cola. Donc, je vais lui mettre un premium, moi, de 18, 20, 22. 18, 20, 22. Et je pense que j'aurais peut-être mieux mettre 19, 21, 23. Mais bon. Allez, toujours nos mêmes marges de sécurité. 12,5, 13,5 et 15. On analyse tout ça. Et ça nous donne quoi ? Ça nous donne ça. Donc comme on peut le voir, l'entreprise là semble encore une fois surévaluée. Maintenant, je vais enlever mes marges de sécurité. Je vais juste mettre comme un indice, tel que le S&P 500. On analyse et voilà. Donc comme là, on peut le voir, l'entreprise Coca-Cola semble un peu mieux valorisée que Pepsi. Donc voilà, n'hésite pas à nous dire dans les commentaires si toi tu es investisseur d'une de ces deux sociétés et est-ce que y en a une qui t'intéresse plus que l'autre justement.
J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Dans tous les cas, on se retrouve dans une prochaine. C'était Maxime. Ciao!